Les paliers de la transition alimentaire, c'est une idée qui m'est venue à la suite de deux réflexions. C'est d'abord le premier, c'était un état des lieux que partager le chemin par lequel j'étais passé pour faire ma transition d'une alimentation classique avec du lait UHT, du banania, des biscuits, etc., jusqu'à une alimentation que avec des fruits et des légumes crus. Eh bien, les étapes par lesquelles j'étais passé, ça inspirait certaines personnes qui avaient envie d'aller sur ce chemin-là, mais au final, on passait pas forcément et même pas souvent par les mêmes chemins. Et donc, même si mon témoignage de parcours inspirait, c'était pas suffisant pour guider les personnes euh, vers l'alimentation vivante. Donc ça, c'était le premier constat. Et la deuxième inspiration, c'est en lisant Désiré Mérien, qui a écrit de nombreux livres sur le jeûne. Et il avait un centre du côté de la Bretagne où il faisait venir des jeûneurs, hein, comme ici, hein. Et sauf que c'était en permanence, à l'année. Et il avait déterminé des paliers de descente alimentaire avant de faire jeûner les personnes. C'est-à-dire que quand vous vous rendiez là-bas, avant de pouvoir faire une semaine de jeûne, par exemple, eh bien, il fallait d'abord descendre, alléger votre alimentation par palier. Et puis, une fois que vous étiez bien stabilisé, bah, éventuellement, si c'était propice, vous pouviez jeûner. Et après, il y avait la remontée alimentaire dans l'autre sens. Et ce qui a fait tilt, c'est en lisant ça, c'est que dans ces paliers de descente alimentaire, je me disais, mais en fait, pour moi, c'est pas juste des paliers de descente alimentaire. Moi, je suis dans les paliers de la descente en permanence, sans avoir besoin forcément d'aller remonter derrière. Et donc, ça a fait son chemin que finalement, ça serait certainement inspirant et d'une aide de définir un certain nombre d'étapes pour alléger son alimentation, en partant d'une alimentation classique jusqu'à une alimentation où il n'y a plus rien, c'est-à-dire le jeûne sec. Plus d'eau, plus d'une nourriture. Et entre ces deux extrêmes, j'ai déterminé 14 paliers que j'ai parfois regroupés par deux, parce que certains paliers se font en plusieurs étapes. Donc j'ai pris avec moi quelques notes, parce qu'il y a beaucoup d'informations. Donc le premier palier de la transition alimentaire, je l'ai appelé la désintoxication, qui se fait en deux étapes. La première étape de la désintoxication, c'est en rapport avec tout ce qui est nourriture industrielle. Donc dans la nourriture industrielle, il y a des sucres raffinés, du sel raffiné et des huiles transformées. Il y a aussi des exhausteurs de goût, des conservateurs et toute une autre panoplie de substances qui sont nocives pour le corps humain. Et le grand problème avec le sucre raffiné, le sel raffiné et les huiles transformées, c'est qu'elles font au cerveau une sorte de choc extatique. C'est-à-dire ça a les mêmes effets qu'une drogue. Tout simplement parce que pour survivre dans la nature, hein, et notre corps humain il a évolué dans des millions d'années en étant confronté à la nature uniquement, le modernisme c'est très récent dans l'histoire de l'humanité, eh bien dans la nature notre corps il est câblé pour aller chercher ce qui est sucré, salé ou gras parce que c'est vital pour notre survie. Sauf que dans la nature, c'est toujours mélangé avec des fibres, avec de l'eau, avec d'autres substances. C'est jamais isolé comme ça, juste un élément, sucre, sel ou gras. Et donc quand on met ces substances vitales, ces nutriments vitaux dans un aliment, notre cerveau il n'est pas fait pour prendre de la distance avec ce qu'il reçoit et donc les signaux de récompense, la dopamine qu'on reçoit, ça fait une décharge de dopamine énorme. Et ça rend à la fois addict à ce genre de nourriture et ensuite tout ce qui va être aliment naturel à côté, ça va être fade parce qu'il y aura moins la réponse, le signal de dopamine sera beaucoup plus faible pour un fruit qu'un aliment qui contient du sucre. Donc c'est
le double piège de la nourriture industrielle, de rendre addict, de détourner des aliments naturels. D'un point de vue neurologique, on peut vraiment dire que la nourriture industrielle relève de l'addiction. D'ailleurs, il y a une expérience très célèbre qui a été menée sur des rats de laboratoire où on leur faisait choisir entre du sucre raffiné et je sais plus si c'était de la cocaïne ou de l'héroïne. Et ils préféraient aller, s'ils devaient choisir entre l'un ou l'autre, ils allaient sur le sucre. C'est vous donner une indication de à quel point c'est toxique. Et en général, on sait que la nourriture industrielle, c'est pas très bon. Et on évite d'en consommer, mais je pense qu'en temps normal, on n'a pas conscience à quel point c'est toxique. Ça vous viendrait pas à l'idée, par exemple, d'aller pour tester ou de temps en temps, pour convivialité, à prendre de la cocaïne ou de l'héroïne. Vous savez qu'il y a des choses auxquelles on ne touche pas. Mais pour la nourriture industrielle, on n'a pas ce même réflexe, cette même précaution de dire ça, ce n'est pas de la nourriture, ça, je n'y mets pas dans mon corps, quelles que soient les incitations que je pourrais avoir. Et c'est tout un cheminement que d'en arriver là parce que c'est banalisé. Et quand c'est interdit, quand il y a des lois qui disent ça, c'est pas bien, on n'y va pas, c'est plus facile de se l'interdire aussi que quand c'est dans les magasins sous notre nez. Mais pour autant, c'est d'un point de vue addictif et d'un point de vue de la santé, on est sur le même plan. C'est aussi dommageable ce type de nourriture parce qu'elle va venir détériorer le microbiote intestinal. Et on a dans notre microbiote intestinal, on a 10 000 milliards de bactéries, virus, levures, champignons, etc. Donc on a plus d'hôtes dans nos intestins que de cellules dans le corps humain. Et quand vous ne leur donnez pas la nourriture qui est la leur normalement, à savoir une nourriture naturelle, majoritairement végétale, eh bien le microbiote s'adapte, se transforme et les bactéries, les virus changent. On n'a plus les mêmes, certains mutent, certains qui étaient présents en faible quantité deviennent présents en grande quantité et ça dérègle notre microbiote. Donc déjà, ça affaiblit notre immunité parce que notre immunité se situe principalement au niveau des intestins. Donc si les intestins sont déséquilibrés, ce qu'on appelle une dysbiose, on va être affaibli au niveau de l'immunité. Et puis aussi, on va pas produire correctement de la sérotonine. La sérotonine, on l'appelle l'hormone du bonheur. Et elle est produite à 95% par le microbiote intestinal. Et donc quand il est déséquilibré par une alimentation non physiologique et surtout la nourriture industrielle, vous produisez beaucoup moins de sérotonine et donc vous vous sentez moins bien. Ça rend donc à la fois addict mais aussi dépressif la nourriture industrielle. Et derrière, pour compenser cet état dépressif qui pourrait s'accentuer, s'il y avait un terrain pour ça, on va venir compenser avec une surenchère de la nourriture industrielle pour venir compenser. Il y a un film qui relate ce type d'expérience. Ça s'appelle Super Size Me, qu'on retrouve sur YouTube. Il n'est pas forcément facile à trouver parce que il a été boycotté en France par les algorithmes ou autres. Mais on arrive quand même à le trouver, alors que dans les autres pays, il a vraiment fait parler de lui. En France, il est quasiment passé inaperçu. Et donc c'est un Américain qui fait l'expérience pendant un mois de manger que McDonald's, Subway et compagnie. Et donc il a fait l'expérience, on a évalué son état de santé avant, pendant et après. Et en fait, en l'espace d'un mois, sa santé s'est complètement détériorée. Il lui a fallu plusieurs mois derrière pour remonter la barre. Il était devenu complètement addict, dépressif, et ça lui arrivait de vomir, etc. Et donc tout ça pour dire que il y a tout un cheminement et une prise de conscience avant d'arriver à considérer que ce n'est pas de la nourriture, ce qui est industriel, et qu'il est préférable de pas du tout y toucher, même occasionnellement. Et
Et le piège, c'est d'y aller régulièrement, en se disant c'est pas si grave que ça de temps en temps, sauf que ça n'aide pas pour la transition alimentaire. Parce que derrière, quand il y a du Nutella qui est consommé régulièrement, des chips ou je sais pas quoi, on n'a pas envie d'aller vers les fruits et les légumes. Oui, dès qu'il y a un élément raffiné dedans, pour moi c'est de la nourriture industrielle. Donc le cas extrême, on pourrait dire c'est de la confiture maison fait avec du sucre blanc. C'est de la nourriture industrielle parce que vous mettez un élément qui est industriel dedans. Tout ce qui va être les galettes de riz, voilà, ça fait un pic de glycémie énorme, c'est quasiment du sucre pur. Le riz chauffé à haute température et sous forme de galettes. Donc pareil, ouais, c'est de la nourriture industrielle. Et donc ça, c'est la première phase de la désintoxication. Enfin, c'est comme ça que je l'appelle. Et la deuxième phase, c'est par rapport au gluten et à la caséine. Donc le gluten qu'on retrouve principalement dans le blé, mais aussi dans l'orge, l'épeautre, voilà. Mais c'est surtout dans le blé qu'il est présent parce qu'il a été sélectionné pour qu'il y en ait beaucoup, parce qu'il a des propriétés pour la panification. Et donc le gluten, lui, ça va être un irritant de la muqueuse intestinale. Et s'il y en a trop dans votre alimentation, ou si vous avez une constitution à être sensible à ça, eh bien ça va rendre la muqueuse intestinale poreuse. Et après, c'est le lit des maladies auto-immunes. Parce que quand vous commencez d'avoir les intestins poreux, c'est censé être le filtre entre l'extérieur et l'intérieur. Après, ça entraîne vraiment de grands désordres pour la santé, vraiment un grand affaiblissement. Donc le gluten, c'est vraiment toxique pour le corps et c'est aussi addictif. Pourquoi? Parce que quand le corps digère le gluten, il produit des opioïdes de la famille de la morphine et donc ça devient un anesthésiant de la douleur, que ce soit physique ou émotionnelle. Et donc, on peut être amené à consommer des aliments qui contiennent du gluten pour s'anesthésier de ce qui nous fait mal. Et pour la caséine, c'est la même chose. La caséine, donc on la consomme pas toute seule. La caséine, on la trouve dans les produits laitiers, surtout dans ceux qui proviennent du lait de vache. Et donc, la caséine, quand elle est digérée, eh bien, pareil, elle produit des opioïdes de la famille de la morphine. Et donc, elle va agir comme un pansement sur les douleurs physiques et émotionnelles. Et on peut développer de ce fait une addiction aux produits laitiers. Et puis, c'est très riche en protéines, les produits laitiers. Et surtout, quand ils sont chauffés, les sucres et les protéines se mélangent entre elles, ce qu'on appelle la glycation, et aussi les molécules de Maillard, et donc ça crée des composés collants dans le corps. La glycation. Ça crée des composés collants dans le corps qu'on appelle les cols ou les déchets colloïdaux, ces fameuses substances qu'on essaye de faire sortir avec l'huile de ricin, entre autres. Et puis, que ce soit le blé ou les autres féculents, mais tout ce qui va contenir du gluten, c'est associé à des féculents et quand ils sont cuits, ils sont source aussi de cols et de déchets colloïdaux. Alors d'où viennent ces cols? Ça peut paraître un peu mystérieux, mais en fait il suffit de regarder ce qui se fait dans l'industrie, de ce qui se faisait avant. On utilisait la farine qui contient de l'amidon pour faire des cols à papier peint avant. Donc vous prenez de la farine, je me rappelle plus de la recette exacte, vous mettez de l'eau, vous mettez du sucre aussi, je sais plus. Vous faites chauffer, donc ça ressemble à la recette d'un dessert. Et après, vous avez une super colle à papier peint. À l'époque, il y avait aussi les fameux cols amidonnés pour les rendre rigides. Et donc, ce qui se passe, en fait, c'est que l'amidon, et ça, c'est une information que je tiens de Miguel Barthéléry et que je n'ai vu nulle part ailleurs, alors que c'est pourtant en naturopathie, on a bien fait le lien que les féculents, les produits laitiers faisaient produire on dit un excès de mucus, mais en fait c'est pas simplement un excès de mucus, c'est-à-dire qu'on mange vraiment de la colle. Et pourquoi est-ce qu'on mange de la colle? Eh bien parce que l'amidon, c'est une chaîne de glucose,
Et quand on chauffe cette chaîne de glucose, la chaîne de molécules se replie sur elle-même, elle forme des liaisons qui n'existaient pas avant, et ça crée des composés collants. Et pour la caséine et le lait, eh bien on utilise la caséine en industrie pour faire de la colle à bois. Et si vous voulez faire une colle maison, vous prenez de la caséine, vous mettez un acide, ça peut être l'acide, on imagine, hein, l'acide chlorhydrique de l'estomac, vous chauffez et vous avez une super colle à bois. Et sinon, il y en a aussi qui connaissent bien l'utilisation du lait UHT, donc chauffé, pour coller les étiquettes de vin sur les bouteilles. En blague. C'est hyper collant, c'est de la glu, quoi. Et donc, tout ça pour dire que quand on consomme des aliments qui contiennent du gluten ou de la caséine, eh bien, ça crée aussi des addictions, une détérioration du système digestif. Et puis avec les autres composants qui sont autour du gluten et de la caséine, eh bien, on a aussi beaucoup de choses qui sont collantes pour l'organisme. Et donc, pareil, je considère que, comme pour la nourriture industrielle, dans l'évolution de nos prises de conscience, il y a un moment, c'est important de considérer que on joue pas avec le gluten et la caséine, surtout quand ça vient du lait de vache, et de ne plus les considérer comme des aliments. Le message que je voulais faire passer pour cette phase 1, c'est donc vraiment la prise de conscience qu'il y a des aliments qui en sont pas, qui ont vraiment des conséquences, et que si vous vous en passez, rien que ça va faire une différence. Notamment. Le deuxième grande phase, c'est l'alimentation hypotoxique. Donc là, l'idée c'est de retirer, à chaque fois la logique des paliers alimentaires c'est d'alléger, donc de retirer ce qui est le plus toxique, et puis le remplacer par des choses plus physiologiques. Donc c'est ce qu'on a parlé, hein, le blé pourrait être remplacé par de l'épeautre, mais aussi ne pas être remplacé du tout, hein, ou par d'autres céréales. Tout ce qui est lait de vache pourrait être remplacé par du lait de chèvre, ou des fromages au lait de chèvre, même si globalement, moi je considère que le mieux c'est complètement de se sevrer des produits laitiers, de plus du tout en consommer. Et donc dans l'alimentation hypotoxique, les choses à retirer, ça va être les viandes rouges et les charcuteries. Voilà. Maintenant, ce n'est plus un secret que qu'une consommation quotidienne de ces aliments-là augmente le risque de cancer, notamment colorectal, de manière spectaculaire. C'est l'OMS et d'autres organismes officiels qui laissent aucun doute à ce sujet-là. Il y a aussi un livre très intéressant sur les protéines animales, c'est l'enquête Campbell, qui est la plus grande étude jamais menée sur l'alimentation. Donc c'est un médecin qui a été élevé dans une ferme, élevé aux protéines animales, où il en a consommé beaucoup, où c'était son activité. Et puis il a voulu devenir médecin par la suite. Et toutes les expériences qu'il a menées venaient à montrer que plus on donnait de protéines animales, et plus la santé se détériorait, alors qu'à l'époque, il y avait vraiment le dogme contraire, que plus on en consommait, et mieux c'était. Et à l'époque, eh bien, quand il y avait des études qui venaient infirmer le dogme courant, les médecins n'en tenaient pas compte en se disant ça nous intéresse pas, on mettait ça de côté. Sauf que lui, je sais pas, il était peut-être un peu plus curieux ou honnête que les autres, en tout cas dans sa démarche. Et il s'est dit, je veux comprendre pourquoi il y a certaines expériences qui disent que c'est le contraire. Il se disait même de bonne foi que peut-être elles étaient mal menées et que c'est pour ça que elles donnaient les mauvais résultats. Et puis au final, tous les signaux lui ont montré que ces conclusions qu'il a menées, c'est que moins on consomme de protéines animales et mieux c'est. Voilà. Et donc dans une première étape, si on veut aller vers ce type d'alimentation, on retire d'abord les viandes rouges et les charcuteries. Et en parallèle, on va retirer tout ce qui va être cuisson à haute température. Plus vous cuisez un aliment à haute température, notamment au-delà de 100 degrés, et plus déjà les éléments nutritifs, vitamines, minéraux, etc. vont devenir quasiment inassimilables pour l'organisme, vont être détériorés.
et plus vous allez créer de composés toxiques, cancérigènes. La glycation, c'est les molécules de Maillard, c'est ce même principe. Donc ce qui est le rôti qui va être grillé, la croûte de pain par exemple, tout ça ce sont des réactions chimiques qui ont lieu à cause de la température et qui créent des composés toxiques, comme sur le barbecue aussi. Voilà, première phase de l'alimentation hypotoxique, retirer viande rouge, charcuterie, cuisson, tout ce qui est cuit à haute température. Et puis dans une deuxième étape de l'alimentation hypotoxique, on peut commencer aussi de retirer tout ce qui va être les excitants, thé, café, tablette de chocolat, alcool. Ouais, j'hésitais à le dire parce que il est aussi dans la phase de désintoxication, ça dépend comment est-ce qu'on en consomme. Ah ouais. Le cacao cru, c'est un aliment qui est bon pour la santé, mais quand il est torréfié, où on met du sucre et d'autres éléments comme la léchithine de soja, ça devient de la nourriture industrielle et un excitant. Et donc dans la dernière étape de l'alimentation hypotoxique, c'est d'arriver vers 10% de protéines animales maximum. Voilà. Donc ça c'est l'alimentation hypotoxique. Vous avez plus de nourriture industrielle, vous fuyez le gluten, la caséine, les produits laitiers, les viandes rouges, la charcuterie et la cuisson haute température et les excitants. Et là, vous êtes au 4e palier si vous faites ça. 4e palier sur 14. Encore de la marge, hein? Comment? Il y en a 2 pour la désintoxication, industrielle et gluten et caséine. Et il y en a 2 en alimentation hypotoxique. Le premier palier, c'est viande rouge et charcuterie, cuisson haute température. Et le deuxième palier de l'alimentation hypotoxique, c'est on retire les excitants, et on arrive vers une dizaine de pourcents de protéines animales. 3e grande phase, c'est l'alimentation hygiéniste. Donc dans l'alimentation hygiéniste, on commence à pratiquer le jeûne intermittent, c'est-à-dire à sauter un repas, si on en avait 3 ou 4 dans la journée. On n'en fait plus que 2. En général, on saute le petit déjeuner, c'est le plus commode, mais on peut aussi sauter celui du soir. On commence à faire attention aux combinaisons alimentaires, comme éviter de manger des protéines avec de l'amidon, de la viande avec des féculents. On commence dans l'alimentation hygiéniste à avoir une bonne part de fruits. Moi, j'ai au moins un bon kilo de fruits par jour. Et on commence à diminuer ce qui est cuit et ce qui est protéines animales, puisque dans l'alimentation hygiéniste, on reconnaît que c'est pas notre alimentation de base. Dans l'alimentation hygiéniste aussi, on fera attention à manger les fruits soit en début de repas, soit en guise de repas, mais pas après les repas. Et l'idée, c'est de ne pas être trop rigoureux sur les compatibilités alimentaires, parce que sinon, on ne fait plus rien. Donc c'est pour ça que j'ai fait aussi un diagramme que vous pourrez accéder, où j'ai placé les combinaisons les plus indigestes ou plus digestes. Et au terme de cette transition, l'idée c'est de retirer d'abord ce qui est le plus indigeste. Et ce qui est le plus indigeste, ça va être de manger par exemple des fruits après un repas. Donc l'idée c'est d'y aller étape par étape. Et pour comprendre comment est-ce que vous allez pouvoir utiliser ces diagrammes, eh bien en fait vous allez commencer par le diagramme numéro 1, premier palier, vous allez lire tout ce qu'il y a. Et toutes les recommandations que vous ne suivez pas, vous allez les noter sur un papier. Une fois que c'est fait, vous passez au deuxième palier. Vous notez toutes les recommandations que vous ne faites pas. Et vous vous arrêtez au palier où il n'y a rien que vous faites. Ça sert à rien d'aller plus loin. Et comme ça, vous pouvez estimer que là où vous en êtes actuellement dans votre transition alimentaire, c'est compris entre ce premier palier où vous avez commencé de noter des choses et le dernier palier où il n'y avait rien que vous faisiez. Voilà. Donc c'est quelque part entre les deux. Et donc après, vous avez noté plein de choses. Et vous commencez par mettre en application, vous avez un programme, en commençant par ce que vous avez noté en premier. Vous faites ces changements-là. Et après, vous continuez les changements. En soi, vous pouvez faire un peu dans l'ordre qui vous plaît, sauf que selon mon expérience, si vous commencez à faire des petits ajustements, par exemple, comme faire attention de pas mélanger des céréales avec des légumineuses ou pas mélanger des fruits sucrés avec des fruits acides, mais qu'en parallèle, vous continuez de consommer du lait de vache,
mon expérience montre que en fait vous allez passer de l'énergie et des efforts pour surveiller des choses qui vont pas donner vraiment de résultats parce qu'il y a d'autres priorités avant. C'est comme si dans vos chaussures vous avez des cailloux et que vous retirez les grains de sable avant de retirer ceux qui font cette taille-là, quoi. Mais ça peut être confrontant de se dire non, non, moi ça je veux pas y toucher, ou ça, moi j'y crois pas, moi je pense que ça il en faut quand même, et donc vous n'allez pas toucher. Et après, c'est l'expérience et le chemin de chacun, mais selon mes croyances à moi et mon expérience, il est préférable de faire les choses dans l'ordre que je les recommande. Est-ce que vous y voyez plus clair dans la logique? Donc on poursuit, après on arrive au quatrième grande phase et donc le 7e palier à mi-chemin, où on arrive dans l'alimentation vivante, telle qu'elle était enseignée par Irène Grosjean. Avec de la part, on commence d'introduire des jus de légumes, même si les jus de légumes on pouvait les mettre avant, hein. Quand on veut se passer de nourriture industrielle, dès le début, dès le premier palier, on peut déjà mettre des jus de légumes, on peut déjà mettre des fruits, on peut mettre des super aliments, mais on peut aussi faire des choses beaucoup plus classiques en revenant à une alimentation faite maison, avec des aliments principalement bio, locaux, etc. Vous n'êtes pas obligé d'utiliser, tout ça c'est décrit dans le document de toute manière. Et donc quand on arrive dans la phase alimentation vivante, 7e palier, là ça devient vraiment important pour franchir ce palier-là, d'introduire des super aliments comme les jus de légumes, de manger au moins plus que 1 kg de fruits par jour, et puis de faire de la cuisine pour trouver des combinaisons alimentaires qui rappellent un peu les plats qu'on avait l'habitude de manger en cuit. De faire des graines germées, de consommer de la lactofermentation, d'utiliser pourquoi pas de la spiruline, de manger des aliments plus denses comme les oléagineux. Et donc moi mon expertise m'amène à dire que dans cette phase-là délicate, où quand vous rentrez dans le palier de l'alimentation vivante, là il y a quasiment plus du tout de protéines animales et quasiment plus de cuit. Donc c'est déjà un palier avancé. Et que pour franchir ce palier-là, c'est préférable pendant un temps d'être moins regardant sur les combinaisons alimentaires et de faire de la cuisine un petit peu lourde, le temps que vous franchissiez ce cap de ne plus du tout consommer, si c'est votre souhait, si c'est votre chemin, ne plus du tout consommer de produits animaux et de cuits. Voilà. Et le 8e palier, qui est toujours dans la phase de l'alimentation vivante, vous revenez à des combinaisons alimentaires qui vont être plus physiologiques et vous diminuez votre consommation de gras, parce que quand on franchit ce palier de l'alimentation vivante, en général, si on fait de la cuisine, et même si on fait pas beaucoup de cuisine, on aura tendance à manger beaucoup de gras, parce que c'est dense, parce que c'est anti-inflammatoire. Donc ça aide au début, mais quand on en consomme trop, comme 40% comme certains, eh bien ça devient indigeste, et au bout de 6 mois, 1 an et demi, ça va poser des problèmes. Voilà. Sinon, si tu fais des crackers ou si tu fais des desserts de cuisine avec des oléagineux, si tu manges des crudités avec de l'huile, des avocats, des olives, c'est très facile d'arriver à 40% de gras. Et quand je parle de, par exemple, 10% de protéines animales ou 40% de gras, c'est en ratio calorique. C'est-à-dire que si par exemple vous avez 800 kilocalories qui proviennent des lipides et que vous mangez 2000 kilocalories dans votre journée, 800 divisé par 2000, ça fait 40%. Et ça peut être intéressant d'utiliser des applications comme Chronometer pour faire le calcul des calories que vous consommez, nutriments par nutriments, lipides, glucides et protides, pour de temps en temps voir où est-ce que vous en êtes. Parce que voilà, si vous consommez trop de protéines, clairement on sait que c'est pas bon, et si vous consommez trop de lipides, on sait que c'est pas bon non plus. Et ce qui crée de la confusion, c'est qu'il y en a qui proposent le régime cétogène, où là on vous dit que faut manger plein de lipides et très peu de glucides. Donc ça crée de la confusion. Mais ce qu'il faut comprendre, et c'est pour moi un des intérêts principaux de cette transition par palier, c'est de comprendre que ce qui va vous amener des bénéfices, c'est pas de retirer tout ce qui est toxique, parce que sinon on l'a vu, on mange que du végétal cru sans mélange.
c'est, en tout cas selon ma conception, c'est d'alléger progressivement votre alimentation. Qu'est-ce qui se passe dans votre corps quand vous allégez? Eh bien, vous mettez moins d'éléments toxiques, donc votre corps, il a de la place, de l'espace pour libérer des choses toxiques, libérer des toxines. Et donc, il n'y a pas besoin d'avoir une alimentation parfaite, la plus pure qui soit pour libérer des toxines, il y a juste à alléger. Et donc, tant que vous êtes dans une démarche d'alléger votre alimentation, eh bien, le corps libère des toxines. Imaginons que vous retirez, par exemple, la nourriture industrielle, que ça, puis que le reste, ça bouge pas. Ben, vous allez vous alléger, donc vous allez vous sentir mieux, votre santé va s'améliorer parce qu'il y a des toxines qui vont sortir. Et puis au bout d'un moment, donc les toxines diminuent dans votre corps, puis au bout d'un moment, eh bien, le niveau de toxines s'équilibre avec ce que vous continuez de consommer qui n'est pas physiologique. Et quand vous arrivez dans cet équilibre-là, c'est confortable parce que c'est un équilibre, mais après, eh bien, vous pouvez avoir des symptômes, avoir des problèmes de santé qui avaient disparu pendant la première phase. Et donc quand vous avez les symptômes qui réapparaissent, ou quand vous n'êtes pas satisfait de votre santé, eh bien, vous savez que c'est temps d'à nouveau d'alléger votre alimentation. Donc là, vous prenez la grille des paliers que je vous propose, vous regardez ce que vous pouvez faire, et puis vous diminuez, vous allégez votre alimentation progressivement, et puis à nouveau, vous laissez de la place pour votre corps pour libérer des toxines, et là, votre santé à nouveau va s'améliorer. Si vous allez trop vite, eh bien, vous allez faire des trop grosses détox, et ça va vous décourager. Et puis si vous faites les choses sur un coup de tête ou sans que ça soit suffisamment réfléchi, vous allez peut-être faire des changements, mais qui ne sont pas forcément judicieux, et vous allez faire des efforts, et vous avez l'impression que vous n'êtes pas récompensé pour vos efforts, parce que c'était pas suffisamment méthodique. Ce qui est intéressant de comprendre dans cette logique, c'est que quand vous passez par exemple d'une alimentation classique à une alimentation cétogène, vous allez supprimer le gluten parce que vous allez supprimer les céréales, les amidons, etc. Vous allez supprimer plein de choses qui sont vraiment toxiques pour le corps. Donc forcément, si vous étiez dans une alimentation classique avant, le régime cétogène va vous faire du bien. Et là, vous pouvez vous dire, vous sentir perdu en vous disant, mais alors l'alimentation vivante, elle a tout faux, le régime cétogène me réussit. Ben non, c'est juste que vous avez allégé, donc vous avez récupéré des bénéfices par rapport à ça. Et puis au bout d'un certain temps, 6 mois, 1 an et demi, je sais pas, le régime cétogène, ça n'apportera plus ses promesses de départ. Il faudra réfléchir à un autre allègement. Et là, c'est bien d'avoir des longueurs d'avance pour pas être pris par surprise. Il y a des personnes qui jettent tout leur dévolu sur une méthode alimentaire et qui pensent que c'est le Graal. Et puis tout d'un coup, elles tombent de haut parce qu'au bout de quelques années, ça ne marche plus. Oui, c'est juste que les niveaux de toxines se sont équilibrés avec ce qui rentre à travers l'alimentation, et il faut à nouveau être dans une démarche d'allègement. Ensuite, après les 2 paliers d'alimentation vivante, on arrive au 9e palier, qui est le palier de l'alimentation frugivore. Imaginez que vous êtes lâché dans la nature, sans technologie, sans rien, alors sous les tropiques, là où on est fait pour vivre, et que vous mangez que ce que vous pouvez attraper. Vous allez manger comme les grands singes, qui font partie de notre famille, les gorilles, les bonobos, les chimpanzés, les orang-outans, et vous allez manger ce que vous pouvez attraper avec vos mains, c'est-à-dire des fruits. D'ailleurs, les os des mains, en grec, ça s'appelle les métacarpes. Les métacarpes, ça veut dire, en traduction littérale, ça veut dire derrière le fruit. Donc vous allez manger des fruits, principalement. Vous allez manger des feuilles vertes, des jeunes pousses, des choses comme ça. Peut-être des racines si vous en trouvez, si vous arrivez à les déterrer. Les œufs, franchement, vous n'allez pas en manger souvent. Moi, j'ai déjà fait l'expérience au cours de mes expéditions. Dans la nature, les œufs sont fécondés. Donc, quand vous trouvez des œufs, si vous en trouvez, parce que les oiseaux, ils les mettent pas à disposition comme ça par terre, ils les cachent. Donc, si vous en trouvez, il y aura un poussin dedans. Donc, c'est pas un œuf que vous allez manger. Et les protéines animales, ça va être peut-être des insectes si ça vous fait envie, des rongeurs si vous arrivez à les attraper. Et puis des aliments décomposés si jamais ça vous fait envie. Et globalement, je pense qu'être à peu près sûr que c'est surtout vers les fruits et puis les feuilles que vous allez vous diriger. Donc c'est ça l'alimentation frugivore. C'est l'alimentation et c'est une alimentation aussi où il y a peu de gras. Parce que dans la nature, le gras, il est pas très abondant. C'est souvent saisonnier, comme les noisettes, les avocats, etc. Il n'y a pas autant d'arbres qui produisent du gras que d'arbres qui produisent des fruits sucrés.
Et donc dans l'alimentation frugivore, il y a aussi une alimentation qui est pauvre en gras, autour de 10%. C'est ce qui est consommé d'ailleurs à peu près par les grands singes, et pauvre en protéines, à peu près 10% aussi. Voilà. D'ailleurs, ce type d'alimentation est résumé dans une méthode qui s'appelle le régime 90-10, un des meilleurs ouvrages que j'ai lu sur l'alimentation, écrit par un médecin américain qui s'appelle Douglas Graham, qui a 70-80 ans maintenant et qui continue d'animer des stages aux États-Unis et à l'étranger. Il a une forme exceptionnelle. Alors j'ai dit, imaginez l'alimentation dans un lieu où on est fait pour vivre. On est fait pour vivre dans un endroit où on n'a pas besoin de chauffage l'hiver. Et donc c'est sous les tropiques. La question peut se poser, et si on n'est pas sous les tropiques, est-ce que c'est physiologique de manger comme si on y était? Moi, ma théorie, enfin, ce que j'aime bien dire, c'est que soit on va vers les fruits, soit c'est les fruits qui viennent vers nous. J'ai fait l'expérience au cours d'une expédition America Extrema, la traversée de toute l'Amérique du Nord par moyen non motorisé, la traversée du Canada et de l'Alaska, où j'ai été le premier homme à traverser les monts Mackenzie sans moyen motorisé, en solo et en période hivernale, où j'ai eu des températures de moins 40 degrés, avec une alimentation exclusivement végétale, où je mangeais principalement des fruits séchés. C'était pas l'alimentation frugivore. Il y avait un peu de céréales et il y avait beaucoup d'oléagineux aussi, mais c'était exclusivement végétal. Et c'était des aliments qui venaient pas du tout du nord du Canada, hein. Et donc je souffrais moins du froid, je supportais mieux le froid que les gens sur place. Et d'ailleurs ils comprenaient pas parce que ils disaient mais tu manges pas de viande, et j'avais pas d'engelure et j'avais pas de problème de froid aux pieds comme eux. Et quand j'avais fini de traverser cette chaîne de montagnes, les Mackenzie, j'ai été interviewé par la presse et ils ont titré dans les journaux « Il a traversé les monts Mackenzie sans viande ». C'était ça qui les avait marqués, quoi. Et j'ai rencontré des personnes qui m'avaient dit « Je savais pas qu'on pouvait tenir debout sans manger de viande, quoi ». Et pourtant, j'étais dans un climat qui n'était pas du tout propice, a priori, à l'alimentation frugivore. C'est que en fait, pour manger des aliments qui sont autres que des fruits et des feuilles, des légumes qu'on peut attraper à main nue, il nous faut une technologie. Pour attraper des animaux, il nous faut des armes. Pour faire des œufs, il faut inventer des techniques d'élevage. Donc il faut une technologie. Et pour moi, la technologie qui vient transformer notre alimentation, elle date pas de la dernière révolution industrielle, elle date d'il y a 1 million d'années à peu près, quand les premiers êtres humains ont commencé à développer des techniques de chasse et puis les silex pour couper de la viande. Par exemple, un lapin, les lapins, c'est des animaux qu'on peut trouver ici. On serait déjà incapable d'attraper comme ça un lapin, mais imaginons qu'on est intelligent, on arrive à l'attraper. À nouveau, on serait incapable pour mordre dans un lapin. La peau est tellement épaisse qu'il faut un outil tranchant pour couper la peau des lapins. Et ensuite, la viande crue, ça appelle personne. Ce qui va nous appeler, c'est quand elle va être cuite ou quand elle va être maturée, la fameuse viande maturée des instinctothérapeutes. Et ce qui nous attire dans la viande, enfin ce qui peut attirer dans la viande maturée, c'est qu'en fait, il y a une fermentation, une décomposition avec des bactéries qui va produire du glutamate mono, qui, entre autres, qui donne le fameux goût qui s'appelle umami. Vous savez qu'il y a 5 goûts, c'est ça? Acide, amer, sucré, astringent. Et le dernier, c'est umami, qui veut dire savoureux. C'est un goût qu'on retrouve dans la sauce soja, par exemple. Dans les champignons séchés, dans les tomates séchées aussi. Donc c'est quelque chose, quand nos papilles rentrent en contact avec l'umami, le corps il aime, quoi. Et c'est aussi utilisé de manière industrielle comme exhausteur de goût, avec le fameux glutamate. Et donc quand vous faites maturer de la viande, eh bien il y a ce fameux umami qui apparaît, qui fait que vous vous sentez attiré par ça, mais c'est pas par l'aliment en lui-même, c'est par les fermentations de certaines bactéries. On le retrouve aussi dans la fameuse levure maltée. Et si tu mets de la levure maltée avec un autre aliment, tu peux manger tout ce que tu veux, tu vas le trouver bon. Même si tu. Il y a autre chose que je voulais dire sur l'alimentation frugivore. Et donc, oui, mon expérience m'a montré que même si
on mange des fruits qui sont pas de saison et qui viennent d'ailleurs, eh bien, dans la transition alimentaire, ça sera plus physiologique que de manger que du local, mais de manger des protéines animales et des aliments cuits. Parce que si vous voulez vraiment manger local, moi j'ai été dans cette logique-là pendant 10 ans. Pendant 10 ans, je suis resté sur le premier palier, où je mange et j'ai été amené à manger, à avoir mon jardin, mon verger, mes volailles, et à manger tout bio, local et fait maison. Ça s'est fait progressivement, étalé sur 10 ans. Et je mangeais peu de viande, peu de gluten. Par contre, je mangeais pas mal de produits laitiers, beurre, lait cru entier et fromage. Mais bio, local, cru, etc. Eh bien, ça a été les années où j'ai été le plus malade. J'avais sciatique, problème de vue, problème de peau, allergie au pollen et aux poils de chat. Et année en année, ça devenait de plus en plus grand. Et alors que j'avais un métier dans la nature, j'étais bûcheron à l'époque, je vivais à la campagne sans stress et je vivais sans stress et je faisais du sport. Donc quand on lit les recommandations officielles, je cochais toutes les cases. Et d'ailleurs, c'est pour ça que je suis resté un certain temps sur ce type d'alimentation parce que je voyais pas comment faire mieux. Et donc c'était génial, hein, avoir mes propres volailles. Moi, j'adorais être autonome, tout ça. Je produisais la moitié de ma nourriture. Et donc, au bout du compte, j'ai été amené à faire un jeûne spontané. Donc, je préparais mes expéditions. Je descendais la Loire en kayak et là, j'ai pris une grosse insolation. Et je suis resté 48 heures avec une fièvre, cloué dans ma tente, sans boire ni manger. Je crois que ça m'était jamais arrivé de rester comme ça 48 heures sans boire ni manger et sans prendre de médicaments parce que et donc j'ai attendu que la fièvre passe et après j'ai repris mon kayak. La fièvre était partie, j'étais en pleine forme, sauf que je n'arrivais plus à manger. Donc j'avais prévu, j'étais suivi par une diététicienne à l'époque pour préparer le menu de mes expéditions et donc j'avais emmené mes pâtes, mon fromage, mes aliments déshydratés, etc. Et je mangeais des grandes quantités à l'époque avec toute l'activité physique que j'avais. Je mangeais bien 4000 calories par jour, 4000 kilocalories par jour. Et après cet épisode de fièvre, je mangeais une bouchée, 2 bouchées, j'avais envie de vomir, après j'arrivais plus à manger. Et alors je me forçais un peu, il y avait juste un fruit et quelques légumes qui pouvaient passer et c'est tout. Donc ça a duré une semaine comme ça où j'ai quasiment rien mangé, avec une vraiment très grande forme. Alors qu'à l'époque, donc je mangeais de grandes quantités, et puis surtout quand je décalais l'heure d'un repas d'1 heure, j'avais la tête qui tournait, je me sentais vraiment très mal. Donc pour moi, c'était une évidence que pour avoir des forces, il faut manger. Et là, je vivais l'expérience comme quoi, visiblement, c'était pas vrai puisque je mangeais quasiment plus et j'avais plus d'énergie que d'habitude. Et donc je me suis questionné et il y a un ami qui m'a passé un bouquin. Et c'est le fameux livre de Bernard Clavière, Et si on s'arrêtait de manger de temps en temps. Un joli clin d'œil avec le Festival du Vivant ici. Et donc j'étais chez un ami pendant la descente de la Loire, j'ai juste lu la préface du bouquin, où Bernard écrivait qu'il avait connu une enfance avec beaucoup de maladies, qu'il avait un peu tout essayé, qu'en désespoir de cause, il s'était dirigé vers des épisodes de jeûne et l'alimentation végétale et crue, et que c'est ce qui lui avait permis de guérir ses problèmes de santé et de vivre jusqu'à la soixantaine en étant en bonne forme. Et avec l'expérience que j'avais vécue de jeûne spontané, ça a fait vraiment un déclic et je me suis dit ça c'est pour moi, c'est le truc que je veux vivre dans ma vie. Je me suis pas dit est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est pas vrai, je me suis pas dit est-ce que les protéines machin, etc. Alors qu'une semaine plus tôt, on m'aurait parlé de jeûner, j'aurais trouvé ça complètement idiot. Et à l'époque, j'avais aussi une amie qui était végétarienne et je trouvais ça complètement saugrenu. C'est vraiment l'expérience qui a préparé le terrain et qui fait que le déclic était là. Et je me suis dit, ça c'est pour moi. Et après, ça a été tout un chemin de transition alimentaire pour arriver à manger que du végétal cru. Voilà. Donc l'alimentation frugivore, on mange principalement des fruits, un petit peu de légumes. Et puis on commence aussi de laisser tomber les super aliments,
tout ce qui est spiruline, eau de mer, jus de légumes, cacao cru, etc. On revient vraiment à la simplicité avec l'alimentation frugivore. Donc c'est ce palier-là que j'explore actuellement. Il me reste encore des cases à cocher. Donc ma transition alimentaire, même après 10 ans, elle est toujours vivante, toujours dynamique. Et ensuite on arrive, quand on dépasse ce 9e palier, on arrive aux portes du pranisme, où là on rentre dans la vitalisation. La vitalisation, c'est en général ce qui est préconisé dans les 2 jours avant un jeûne. Vous avez la descente alimentaire où vous retirez, un petit peu comme les paliers, vous retirez ce qu'il y a le plus toxique dans votre alimentation. Et sur les 2 derniers jours, selon certaines écoles, on recommande de manger que des fruits et des jus de légumes. Il n'y a plus de crudité, il n'y a plus de mélange, c'est tout simple. Et donc quand on mange que des fruits et des jus de légumes, on est dans la vitalisation. Et pas de fruits gras, que des fruits sucrés ou des fruits doux. De fruits gras. Non, j'en ai pas envie, mais si j'en mets, j'en mets quand même dans les plats, je peux trouver ça sympa. Et après, je vais rentrer dans un cercle vicieux où j'aurai envie d'en remettre au prochain repas et puis progressivement d'augmenter. Et je sens que c'est pas sain, quoi. Et que je me sens mieux. Mais oui, après je viendrai à ça après. Voilà. Mais, ben, j'ai commencé à 29 ans, donc ça fait 11 ans, bientôt 12, ouais. Ouais. Non, j'ai commencé à 20 ans. C'est-à-dire que quand j'ai commencé à supprimer l'alcool, la nourriture industrielle, charcuterie, tablettes de chocolat, etc., j'avais 20 ans, c'est quand je me suis mis au triathlon. Et c'est là où progressivement j'ai été amené à manger tout bio, local, fait maison, mais en mangeant un traditionnel, quoi. Donc ça a commencé, j'ai commencé il y a 20 ans ma transition. Et à combien d'années, l'année où tu as fait beaucoup de sport? Ouais. Alors 10 ans d'alimentation comme avant, comme on mangeait dans le temps, jusqu'à mes 30 ans. À mes 30 ans, c'est là où je fais le jeûne spontané en descendant la Loire en kayak. Et là, je passe au 7e palier, l'alimentation vivante, où je me mets à faire des mélanges pas très probables, mais à manger quasiment que du végétal cru, avec des petits craquages sur autre chose de temps en temps. Donc ça, c'était quand j'avais 30 ans, je me souviens bien. Là, je suis resté 5 ans à ce palier 7, où quasiment que du végétal cru, mais des craquages de temps en temps sur du fromage, des biscuits, des choses comme ça, des pâtisseries. Une fois par semaine. C'était un jour par semaine et c'était compulsif. Ça devenait obsessionnel. C'était pas une question de volonté, c'était vraiment au-delà de ça. Ouais, donc 6 jours, je tenais la route et le 7e, je restais chez moi. Je me souviens, j'étais allongé sur le sol. Je luttais pour pas me lever et aller dans une boulangerie, par exemple, ou aller à l'époque mon père c'était mon voisin et je savais qu'il y avait du fromage chez lui, tu vois. Et donc j'étais là, je voulais pas y aller, je luttais, mais en fait j'avais plus aucune volonté pour faire quoi que ce soit. Donc j'attendais, les heures pouvaient passer, puis au bout d'un moment je fais bon bah j'ai quand même envie de vivre, de profiter de mon dimanche. Donc je me levais, je prenais la voiture pour aller acheter un truc, ou j'allais chez mon père et je mangeais des trucs voilà, qui n'étaient pas physiologiques. Et puis là, tout d'un coup, il y a une pression qui retombait au niveau mental. Je me sentais à nouveau l'envie, la motivation de faire des choses. Par contre, je me sentais pas bien au niveau digestif parce que c'était trop lourd. Et puis, je me sentais un sentiment de culpabilité, puis une grande frustration à me dire mais pourquoi j'arrive pas à manger que du végétal cru? Pourtant, je l'ai lu dans le bouquin de Bernard Clavière. Et donc j'ai eu aussi ce doute de me dire est-ce qu'il faut pas un peu de protéines animales que je vais par hasard chercher dans les œufs ou le fromage. C'était surtout le fromage mon truc. Et donc il y avait ce doute et en même temps, c'est ce qui m'a grandement aidé, c'est que j'avais cette intuition, j'avais vraiment un truc organique qui me disait non, c'est le végétal cru où tu vas aller. Et dans mes expéditions, j'ai réalisé 3 principales expéditions, 3 premières mondiales. La deuxième, donc il y a eu America, la traversée de l'Amérique du Nord, où j'ai traversé les monts Mackenzie l'hiver. Dans cette phase de frustration où je n'arrivais pas à manger que du végétal cru alors que c'était mon objectif,
je me suis dit, il faudrait que j'aille jeûner plusieurs semaines pour me nettoyer, et je pense que je serais sevré de ces envies-là. Et alors j'essayais de faire ça à la maison, sauf que c'était plus comme sur la Loire, j'arrivais pas à jeûner. Au bout de 3-4 jours, j'étais complètement à plat, j'étais pas bien, et non, ça c'était des jeûnes au repos à la maison. Ouais. Et donc j'arrivais pas à faire des jeûnes longs à la maison. Et donc je me suis dit, comme j'ai des habitudes, des manières un peu radicales, je me suis dit, il faut que j'aille dans un endroit où quand je commence un jeûne, j'ai plus le choix que de le continuer sur plusieurs semaines. Donc il faut que j'aille dans un endroit naturel où il n'y a pas d'être humain, il n'y a pas de route, il n'y a pas de maison pour pas être tenté, où il n'y a rien à manger dans la nature. Je me suis dit, bah ça tombe bien, je connais un endroit comme ça, c'est les monts Mackenzie sous le cercle polaire au Canada. Et donc je suis allé là-bas, je me suis pointé. Donc ce chemin-là, il est pas balisé, c'est réputé le trek le plus difficile au monde par son isolement et parce qu'il y a des rivières, il y a une rivière qui fait plusieurs centaines de mètres à traverser, il n'y a pas de pont, c'est des eaux glaciales, il y en a plusieurs déjà qui sont morts en voulant la traverser. Bref, c'est le territoire des grizzlies. Donc c'est pas un endroit très hospitalier. Je me suis dit, bah si je démarre cette traversée des monts Mackenzie l'été avec mon sac à dos, bah si je veux remanger un jour, bah il faut que j'aille de l'autre côté, 600 km. Comme ça, au moins, je suis sûr de. C'est un peu radical, hein, mais mon intuition me disait non, ça va le faire. Et donc je me suis pointé là-bas, j'ai revu les amis, d'ailleurs je les ai appelés pour la petite anecdote, je les ai appelés pour les prévenir que j'allais arriver l'été prochain, et puis je leur disais que je voulais traverser les monts Mackenzie l'été avec le sac à dos, et puis c'est un copain que j'appelais qui s'appelle Wes, et puis il rigolait à l'autre bout du fil en disant ah mais c'est trop facile pour toi, après ce que j'avais fait l'hiver. Et puis je lui fais non, je t'ai pas tout dit, je vais les traverser mais sans manger. Il me dit ah tu me rassures. Et donc j'ai traversé ces monts Mackenzie, et quand j'ai fait ma reprise alimentaire, c'était un peu la cata. Je me souviens avoir mangé, la reprise alimentaire s'est fait sur place avec ce que je pouvais, et il y avait très peu de fruits, très peu de légumes. Donc je me souviens avoir mangé des lasagnes. Bon, c'était pas des grandes quantités heureusement, mais manger des biscuits faits maison, etc., avec de la farine, du sucre et autres. Et donc à un moment, je me suis dit, enfin ça m'a beaucoup frustré. Bon, je prends un raccourci parce que sinon je peux vous raconter mes anecdotes d'aventure pendant des heures. Et donc l'expérience n'a pas été concluante parce que certes j'ai fait 2 semaines de jeûne, mais j'avais toujours envie de manger du fromage, des biscuits, des pâtisseries et autres. Mais il y a eu un film qui a été fait avec Damien Artero, La Marche enfin, et ce film, Damien Artero, par son entremise, m'a ouvert les portes du petit monde de l'alimentation vivante autour d'Irène Grosjean. À l'époque, avant La Marche enfin, j'avais pas internet chez moi. Et donc, je connaissais pas du tout ce milieu hygiéniste, milieu de l'alimentation vivante. Je connaissais rien de tout ça. Je faisais les choses dans mon coin. J'avais juste lu le bouquin de Bernard. Et donc, j'ai rencontré Irène. J'ai fait des stages avec elle. Et puis, donc, elle m'a parlé, bien évidemment, de ces purges. Enfin, c'est Miguel qui m'avait offert à l'époque une consultation et qui m'avait fait un plan de santé. Et donc, après La Marche enfin, je me suis dit, bon, bah, ils insistent tellement avec leur purge, je vais quand même tester. Mais à l'époque, j'étais farouchement opposé parce que pour moi, la logique, c'était le retour au naturel et je voulais pas prendre une substance qui déclenche une diarrhée sur commande. Mais j'étais toujours addict à mon fromage, etc. Ils insistaient lourdement, ils avaient l'air de savoir de quoi ils parlaient. Et donc, je me suis dit, il faut que j'essaye. Donc, j'ai versé mes 4 cuillères à soupe de ricin. J'ai fait un signe de croix, ce qui m'arrive que dans les situations extrêmes, et j'ai bu mon huile de ricin. Et donc on jeûne hein, quand on prend l'huile de ricin, et donc ce jour-là j'étais en jeûne, et puis bah, comme d'habitude je me suis senti mal, peut-être un peu plus mal que d'habitude, et sans énergie, pas bien du tout. Et puis à un bout d'un moment je me suis senti vraiment pas bien du tout, donc là je suis allé aux toilettes, je me suis vidé, élimination liquide, et là tout d'un coup je me suis senti complètement léger, libéré, et j'ai ressenti l'état de grâce que j'avais connu quand j'avais descendu la Loire en kayak sans manger.
Et donc je me suis dit, ok, j'ai compris, c'est l'outil qui me manquait. Et par la suite d'avoir relaté cette expérience oralement et dans des articles, il y a beaucoup de personnes qui ont essayé les purges et puis qui ne sont pas arrivées au même résultat. Mais ce qu'il faut bien prendre en compte, c'est que j'ai utilisé les purges après 5 ans d'alimentation, après 5 ans être au palier 7. Il y a beaucoup de personnes qui essayent les purges alors qu'elles continuent encore de consommer de la nourriture industrielle. Et selon mes expériences, toutes les personnes que j'ai pu accompagner sur ces chemins-là, ça donne pas de résultat dans ce cas-là. Dans le cas où elle continue de Manger de la nourriture industrielle, par exemple. ne pas assez de... Il faut préparer le terrain, physiquement et psychologiquement aussi. Et là, les purges produisent des résultats impressionnants. J'ai fait ça pendant 4-5 ans. Parce que en fait, dès que je me purgeais, derrière, je me sentais nettement mieux. Donc dès que j'avais des symptômes de détox, tiens, je commence d'avoir des courbatures, ou tiens, je commence d'avoir envie de manger des trucs bien lourds, ou des protéines animales, etc. Pour moi, c'était les signaux qu'il fallait purger. Donc je faisais ça en moyenne 1 fois par semaine. Et dès que je purgeais, derrière, je me sentais super bien, quoi. Ouais, j'alternais. Je suivais mes plans de santé. Donc pendant longtemps, c'est Miguel qui me les a fait. Enfin, pendant les premiers, on va dire. Et après, je me suis formé en radiesthésie. Je me suis formé auprès d'Irène et de Miguel aussi. Et après, j'ai fait mes propres accompagnements. Donc après, c'est moi-même qui déterminais à quelle fréquence, quelle quantité j'utilisais les purgatifs. Et j'ai fait ça pendant 5 ans. Et au bout de 5 ans, ce que j'observais, c'est qu'il n'y avait plus les effets bénéfiques après les purges. Donc c'est là où j'ai grandement levé le pied. Et aujourd'hui, par exemple, le ricin, c'est un ricin par saison. Et autre chose que je voulais dire aussi par rapport à l'alimentation frugivore, si on imagine qu'on est sous les tropiques à manger ce qu'on peut attraper avec les mains nues, etc. Il y en a qui vont dire, oui, mais les grands singes, pour certains, pas tous, mais il y en a certains qui vont manger un petit peu de protéines animales. Et pour moi, on est capable dans une petite proportion de digérer des protéines animales. C'est parce que c'est une capacité adaptative laissée par la nature. Parce que les grands singes, ils vivent sur du local, hein. Ils mangent que ce qu'il y a sur place. Et suivant les saisons, il y a pas toujours une abondance de fruits. Et donc, s'il n'y a pas assez de fruits, la nature elle a prévu qu'ils puissent compenser avec autre chose. Donc, s'il n'y a pas assez de fruits, ils peuvent manger autre chose qu'ils vont trouver. Et ce qui est intéressant, dans la nature, on sait que tout ce qui est distinctif de l'être humain par rapport à nos émotions, par rapport au fait d'utiliser des outils, etc., on le retrouve sous une forme moins évoluée dans la nature. Les animaux, ils ont aussi des émotions. Pendant très longtemps, notamment, je crois, au siècle des Lumières, qui devrait se rebaptiser le siècle où on a éteint les Lumières, on considérait que les animaux n'avaient pas d'émotion. C'est au 19e siècle, je crois que c'est au 19e siècle, on considérait que les enfants ne ressentaient pas la douleur et l'émotion. C'est dire dans quel délire on est allé loin, quoi. Oui. Et donc, on retrouve le fait que chez les grands singes, chez les singes, suivant les tribus, y en a, ils vont vraiment être frugivores, comme on les décrit dans les livres. Et puis, il y a des tribus de chimpanzés où ils sont chasseurs et où ils mangent de la viande. Et ce qui est intéressant, et c'est là où je trouve ça vraiment très beau, c'est qu'en relisant le livre de la jungle, de Kipling, il est dit que les animaux suivent les lois naturelles pour qu'il y ait l'harmonie, que chacun vive en paix et trouve tout ce dont il a besoin, et que tous les animaux suivent donc ces lois, sauf un seul, qui est le singe. Et il le décrit comme étant l'animal sans loi. Et je trouve ça intéressant d'observer que parmi toutes les espèces animales, il n'y en a qu'un qui, de temps en temps et dans une certaine mesure, va modifier son alimentation, c'est le singe. Et c'est normal puisqu'on retrouve ce que nous on est capable de faire, les autres animaux, dans une certaine mesure, sont capables de le faire. Quand j'étais au Canada, où il y a plein de décharges à ciel ouvert, j'ai vu plein d'animaux, notamment les ours, consommer de la nourriture industrielle et devenir obèses et complètement obsédés par la nourriture. Ils passent leur vie sur la décharge, ils ont des tocs, on voit qu'ils sont pas bien, ils ont des drôles d'expressions.
Et donc les animaux aussi peuvent déformer leurs habitudes alimentaires. C'est bon, il nous reste une demi-heure. Il me reste des choses encore importantes. Donc je vais aller assez vite sur les portes du pranis. Donc vous avez la vitalisation. En dessous, vous pouvez faire une monodiète de fruits. En dessous, il y a encore la cure de jus de légumes. Après, vous avez le jeûne Buchinger. Donc le jeûne Buchinger, c'est plus ou moins ce que vous faites ici pour ceux qui prenaient des jus. Normalement, il faudrait qu'il soit dilué pour faire le jeûne Buchinger. L'idée, c'est de ne pas consommer plus de 250 kcal par jour. Ça permet que les détox soient moins fortes, donc de mieux supporter le jeûne. L'inconvénient, c'est qu'en général, ça donne faim. Ensuite, vous arrivez au jeûne hydrique, 13e palier. Et dernier palier, le 14e, le jeûne sec. Ce qui est magique, et ce qui est magnifique et qui fait qu'on a envie de rester sur ce chemin-là, c'est cette reconnexion avec le végétal et avec la nature. C'est-à-dire que quand vous goûtez une plante qui est végétale et crue, et donc a fortiori pour un fruit, eh bien, si vous aimez ça, c'est que vous en avez besoin et que c'est bon pour vous. Parce que votre corps, il est connecté à l'aliment, il est capable de décoder ce qu'il y a dedans. Ça, c'est tous les bénéfices et les avancées des travaux qui ont été faits en alimentation sensorielle par Guy-Claude Burger et Dominique Guyot, par exemple. Guyot. Et donc, si vous avez une réponse agréable du corps à un aliment végétal et cru, c'est que votre système sensoriel vous donne une réponse favorable parce qu'il peut l'utiliser de manière bénéfique. Et donc, en fait, vous avez juste à suivre vos envies quand c'est végétal et cru. Et si vous tombez sur une plante qui n'est pas bonne pour vous, eh bien, le ressenti va être désagréable. Et si vous tombez sur une plante qui est toxique, vous allez avoir une sensation de rejet très fort. Et donc ça, pour moi, c'est fabuleux de se reconnecter comme ça à son environnement. Parce que quand on pense en plantes sauvages, à tous les ouvrages qui ont été écrits, on considère que si on n'a pas une Bible et qu'on est spécialiste, on ne peut pas se débrouiller pour se connecter aux plantes. En fait, si. Oui, elle va vraiment pas être bonne en bouche. Ce qui est dangereux, c'est quand on la cuit ou quand on la mélange avec d'autres aliments. Déjà, l'odeur, ça... En fin de compte, l'odeur, c'est vraiment ce qui nous permet d'être dans le sensoriel et la connexion. Ah, mais c'est pas suffisant, l'odeur. Hein. Ouais. Et puis, ce qu'il faut savoir aussi, et c'est là où je m'inscris en faux, en partie du moins avec l'alimentation sensorielle, c'est que là où s'enregistrent les odeurs, s'enregistrent les émotions. C'est-à-dire qu'une odeur est toujours enregistrée avec une émotion. C'est pour ça que se fier que à son odorat pour choisir des aliments, pour moi, c'est pas fiable parce qu'on est conditionné et puis on a un système olfactif aussi qui est vraiment très réduit par rapport aux animaux. Vous prenez la muqueuse nasale, je crois que ça fait une dizaine de centimètres carrés si vous la mettez à plat. Vous prenez celle d'un chien de chasse, ça fait un terrain de foot. Donc on n'est pas égaux par rapport aux autres animaux. Voilà. Et puis ce qui est intéressant aussi, c'est de savoir, c'est que quand vous mangez un aliment, donc il y a vos papilles qui vous donnent des informations, sucré, salé, astringent, etc., amer, et umami. Vous avez la voie rétronasale où, même si vous n'avez pas senti avant votre aliment, vous allez quand même, vos récepteurs sensoriels olfactifs vont être utilisés sollicités quand vous mâchez un aliment. Et puis vous avez des récepteurs olfactifs aussi dans les intestins et dans les reins. C'est-à-dire c'est comme si le corps il avait prévu d'avoir la possibilité d'analyser les aliments tout au long du trajet dans le tube digestif. Ça veut dire que ça peut tuer quand on digère. Non, ça veut dire que tu auras une information. C'est-à-dire que pour savoir si un aliment est vraiment bon pour toi, il y a l'odeur, déjà qui peut t'attirer de loin. Après, il y a le goût en bouche. Après, il va y avoir les sensations corporelles que va te laisser l'aliment. Voilà. Et donc pour moi, pour choisir vraiment le qu'on appelle le favori, l'aliment de prédilection, eh bien c'est quand tu vas optimiser ces trois signaux-là. Et même plus globalement dans l'alimentation, même si vous faites des mélanges, pour moi, l'idée c'est d'optimiser votre plaisir. C'est là où c'est une des clés pour réussir sa transition alimentaire,
C'est pas de se dire je vais sacrifier mon plaisir pour être en santé. Non, vous allez optimiser votre plaisir si vous faites les choses avec un minimum d'écoute et aussi d'intelligence. Hein. Ça demande de tester des choses, d'expérimenter, parce que vous allez, votre corps il va produire plus de sérotonine. Au niveau du palais, du plaisir sensoriel, ça va être augmenté. Et c'est pour ça que sur ce chemin de la transition, eh bien, il vaut peut-être mieux faire des mélanges qui sont peut-être pas idéaux, au niveau des combinaisons, mais viser l'optimisation de votre plaisir. Et d'ailleurs, moi, j'ai jamais suivi les recommandations de Shelton et de Désiré Mérien sur les compatibilités alimentaires. Je les ai toujours fait au ressenti. Il y a des choses, je savais que c'était pas optimal, mais ça me faisait du bien. Tant que ça me faisait du bien, je le faisais. Et parce que j'étais dans une démarche d'allègement alimentaire, à utiliser des techniques de détox, eh bien, progressivement, je sentais qu'il y a des mélanges qui me réussissaient plus et je les ai arrêtés. Mais encore aujourd'hui, je fais quelques mélanges qui sont pas forcément recommandés, mais je les digère bien, donc je vois pas pourquoi les enlever si ça me permet de stabiliser mon alimentation. Et un dernier point sur ces paliers. Donc l'idée, c'est d'y aller progressivement parce que sinon, vous risquez de faire des allées et venues, de vous décourager, l'impression d'avoir qu'il n'y a pas de logique, alors qu'il y a quand même une logique à suivre. Mais ce que vous pouvez faire, c'est des bons ponctuels. Comme là, par exemple, vous faites un bond au palier 13 ou au palier 14 ou au palier 12 pendant une semaine ou quelques jours. Voilà. Donc vous pouvez faire des bons, vous pouvez faire aussi la semaine prochaine, ça sera de la cuisine, donc vous serez au palier 7 ou 8 suivant comment la cuisine sera faite. Voilà. Donc vous serez certainement au palier 8 à ce moment-là pendant une semaine. Donc c'est bien aussi de se faire des cures de quelques jours à quelques semaines, voire maximum quelques mois. Et après de revenir à des choses où vous êtes plus en terrain connu. Et vous savez qu'un palier est acquis quand vous êtes à l'aise, quand votre poids est stable, quand c'est facile. Quand vous pensez plus à manger les choses qui étaient avant. Là, vous savez que vous êtes dans une phase d'équilibre. Donc vous y restez jusqu'à ce que des symptômes de détox qui viennent ou des problèmes de santé qui viennent éventuellement. Ou alors c'est l'envie d'aller vers quelque chose de plus léger qui vous motivera. Ensuite, quelque chose de très important dans cette transition, c'est la motivation. C'est ça en fait qui va être le moteur de votre transition. Et selon les neurosciences, la motivation ne vient pas d'une décision de ce qu'on appelle le néocortex, la partie la plus récente au niveau évolutif du cerveau. C'est pas par la pensée que vous allez prendre une décision. Ça va se faire au niveau du cerveau reptilien, qui est en lien avec la survie, ou au niveau du cerveau limbique, qui est en lien avec l'émotionnel. Donc ce qui peut vraiment vous motiver, par exemple, c'est vous êtes malade, vous avez peur pour votre vie, et là c'est un moteur de changement. C'est bien souvent ce qui peut pousser à changer. Ça peut être la compassion pour les animaux, ce qui va motiver les véganes, par exemple, à ne plus du tout toucher de protéines animales ou même de miel, de produits qui sont faits à partir qui exploitent les animaux. Ça peut être une expérience spirituelle. Moi, ça a été mon cas, le jeûne spontané, ou motivé par la joie. Puis mon moteur actuel, c'est maintenir cet état de conscience, suivre mon intuition. Voilà, c'est des choses qui sont de l'ordre du viscéral. Ce qui veut dire que tant que ça reste dans la tête, ça sera pas solide au niveau de votre motivation. Par contre, le mental, le néocortex, lui, va être utile pour justifier vos choix, pour maintenir le cap sur le long terme et pour trouver des stratégies. Parce que c'est notamment par ce genre de conférences, par des lectures, des vidéos YouTube, des stages, des expériences aussi, que vous allez apprendre à trouver votre propre vérité. Parce que si dans le milieu de la naturopathie, on disait tous qu'il ne faut pas manger de protéines animales, vous poseriez moins de questions, mais comme c'est pas le cas, le doute est permis. Donc c'est à vous d'aller creuser qu'est-ce qu'il en est. Et donc ça va demander un minimum de réflexion, de recherche. Ouais.
Et au final, pour moi, ce qui me guide pour affirmer, par exemple, ce que je vous dis actuellement, ça va être le carrefour de différentes énergies, mon intuition, l'expérience que j'ai sur mon propre corps, ce que j'ai pu voir sur les personnes que j'ai accompagnées, sur mes lectures, etc. Et puis surtout sur ce que j'observe dans la nature. Parce qu'en fait, au final, au bout du compte, notre véritable enseignant, celle qui nous montre le chemin, c'est toujours la nature. Les sages ont tous dit ça par rapport à d'autres thématiques. C'est en observant ce qui se passe dans la nature que on découvre les vérités éternelles. Et par exemple, dans la nature, une des vérités, si je puis dire, c'est que tous les animaux consomment les choses qu'ils peuvent attraper dans la nature sans artifice, à main nue. Voilà. Tous les animaux vivent comme ça, donc il y a quand même peu de chances que l'humain ne puisse pas vivre comme ça. Et je pense que je vais conclure là-dessus parce que c'est bientôt 19 h et j'aurais pu vous parler aussi de l'axe physique, comment favoriser les éliminations de toxines avec les techniques de détox, parce que en aidant votre corps à faire sortir les toxines, vous allez naturellement avoir envie d'aliments plus sains, sans avoir à vous forcer. Comment aussi développer l'axe psychologique, à savoir que libérer, se passer d'aliments non physiologiques va de pair avec la détox et va de pair avec des libérations émotionnelles. C'est-à-dire qu'on pourrait presque s'amuser à faire le lien entre un aliment non physiologique que vous n'arrivez pas à vous passer, un comportement, une manière de penser, une habitude toxique, que vous savez aussi toxique, dont vous n'arrivez pas à lâcher. Et il y a aussi des libérations émotionnelles qui ont lieu avec les détox. C'est-à-dire que quand vous allégez votre alimentation, vous augmentez votre capacité à ressentir les émotions. Ce qui veut dire que si vous êtes dans un environnement qui ne vous est pas très favorable, que vous avez des programmes télévisés, par exemple des programmes violents, ou que vous êtes habitué aux jeux vidéo, ou vous avez un travail qui vous plaît pas, ou que c'est à la guerre à la maison quand vous rentrez, en fait, ça va de pair avec une alimentation toxique. C'est-à-dire que si vous restez dans votre environnement actuel et que vous allégez votre alimentation, ça n'est pas possible de tenir sur du long terme. Il faut que votre manière de penser, de ressentir vos émotions, dans la manière dont vous les accueillez, de la manière de votre environnement de vie évolue aussi. C'est pour ça que il y a eu beaucoup de changements dans ma vie, c'est notamment ces 5 dernières années, parce que comme mon objectif du moment c'était manger que du végétal cru, et quand vous tenez vraiment cet objectif, pour que ça soit vivable, il faut aller explorer plein de choses au niveau émotionnel, parce que sinon c'est le feu d'artifice, et pour tenir la route, il faut aller explorer ça, comprendre ce qui se passe. Et puis il faut des pratiques méditatives, des pratiques yodiques, des pratiques de détox, des purges, etc. pour stabiliser l'ensemble du corps humain. Et donc pour stabiliser cet ensemble-là, il faut modifier son environnement, et donc ça va amener des changements, peut-être changer de travail, peut-être changer de situation familiale, amener des pratiques spirituelles, amener des pratiques, plein de pratiques qui vont vous ramener vers des choses plus proches de la nature de l'être humain. Et souvent, ce qui va bloquer dans cette transition, c'est quand il y a des émotions qui restent bloquées. On a tous des traumas de l'enfance. Le corps, l'enfant, pour se protéger, il refoule ça, il se coupe de ses émotions. Et après, quand on grandit, on oublie le plus souvent, et ça revient plus tard, quand c'est le bon moment pour que ça puisse émerger. Et quand vous avez des émotions qui sont refoulées, c'est notamment ce qu'on fait dans le type de soins qui s'appelle les désarmements, on va libérer ces tensions-là. Et quand vous avez des émotions qui sont dans votre corps, qui sont refoulées, qui sont stockées, il y a des zones de crispation dans votre corps, dont vous avez peut-être des fois pas vraiment conscience parce que c'est là depuis tellement longtemps. Et ce qui fait que les énergies et les fluides dans votre corps, ils peuvent pas circuler librement parce qu'il y a des zones où c'est bloqué.
Donc quand vous allez vouloir faire vos détox, jeûner ou faire une transition palier par palier, eh bien la détox va être laborieuse et va mal se passer parce que les toxines vont être bloquées dans leurs éliminations. Un petit peu comme si vous vouliez faire la vaisselle dans un évier qui est bouché. Et en plus, en allégeant votre alimentation, vous allez ressentir davantage vos émotions. Donc ce paquet émotionnel qui était plus ou moins anesthésié, tout d'un coup, vous allez le ressentir, avec tout ce que ça va réveiller de trauma derrière. Et donc, si vous n'êtes pas dans l'environnement favorable, ou si vous n'êtes pas accompagné pour le faire, eh bien vous allez rester potentiellement bloqué dans votre transition alimentaire, parce que vous allez sentir des compulsions à aller remanger de la nourriture industrielle ou du cuit ou autre chose pour venir calmer tout ça parce que inconsciemment vous vous sentez pas prêt. Et il y a aussi l'axe instinctif qui a développé. Alors ça, je vous en ai un petit peu parlé avec les plantes sauvages, l'alimentation sensorielle, et puis la lecture, notamment les articles que j'ai écrits sur nos besoins en protéines, nos besoins en matières grasses, nos besoins en glucides. Ça permet de faire un petit peu des mises à jour, parce que c'est vraiment des articles pour lesquels j'ai passé vraiment beaucoup de temps à écrire, où j'ai fait vraiment beaucoup de recherches qui vont vous aider à éventuellement reconsidérer vos croyances sur le sujet. Parce que tant qu'il y a des choses au niveau mental qui restent bloquées sur ce que vous croyez être vrai sur les protéines, les lipides et les glucides, ça va gêner votre transition alimentaire. Eh bien, un des pièges dans cette transition alimentaire, c'est de vouloir manger bio. Parce que si vous voulez, l'aliment, on est frugivore à la base, donc l'idée c'est progressivement dans cette transition de manger de plus en plus de fruits. Et si vous voulez manger des fruits qui vous font envie, qui sont bons et que vous les achetez bio, ça va vous coûter super cher. Donc si vous avez les moyens, génial, tant mieux, allez-y. Achetez-les chez Fruitstock, BioVie, Crowd Farming ou autre. Et puis, si vous avez un budget réduit, si vous voulez acheter que du bio, vous allez exploser vos budgets et vous allez plus manger beaucoup de fruits. Et j'ai écrit un article qui s'appelle « Où acheter ses fruits et légumes ?» où j'expose mon principe à moi qui est de manger bon avant de manger bio. Parce que quand c'est bon, c'est que le fruit ou le légume, il a été cultivé dans des conditions à peu près correctes. Parce que quand il est cultivé avec trop de pesticides sur des sols appauvris, etc., eh bien, le fruit n'est pas nourrissant et un fruit qui n'est pas nourrissant n'a pas de goût. Ce qui fait qu'un fruit est bon, c'est parce qu'il y a des antioxydants, parce qu'il y a des polyphénols, et il y a plein de vitamines, il y a plein de substances dedans qui le rendent bon. Et donc, si vous mangez bon, eh bien, globalement, vous allez trouver un compromis qui vous permettra de à la fois manger suffisamment de fruits, et en même temps de rentrer dans votre budget. Voilà. Et l'expérience montre que même si vous mangez un petit peu de pesticides, parce que c'est pas tout bio, si vous vous dirigez selon ces paliers vers un aliment qui se rapproche de plus en plus d'une alimentation végétale et crue, eh bien il y a une régénération qui va se mettre en place. Et ça, je l'ai pu observer chez toutes les personnes qui ont réussi à aller jusqu'au bout de cette transition. Et puis il y a aussi l'expérience qu'a faite Norman Walker, qui c'est un médecin américain qui a popularisé les jus de fruits et les jus de légumes frais. Et donc Norman Walker, il a observé que dans les jus de légumes, que les légumes soient bio ou pas bio, il n'y avait pas de pesticides dans les jus de légumes. Il s'est dit mais pourquoi? Et donc il a mené des expériences pour comprendre pourquoi, et c'est là où ses conclusions l'ont amené à observer que les pesticides, ils sont conçus pour être hydrophobes et rester accrochés aux fibres. C'est-à-dire éviter que dès qu'il y a la moindre goutte d'eau qui tombe sur une feuille ou un fruit, que le pesticide parte. Il y en a un peu qui part forcément, mais ils sont quand même conçus pour rester, si possible, accrochés aux fibres. Et donc quand vous mangez un aliment végétal et cru, les fibres qui sont insolubles, qui sont constituées de cellulose, on ne les digère pas. Et donc elles vont faire que transiter. Elles vont participer à la digestion, mais on ne va pas les digérer. Et les pesticides, il y en a une bonne partie qui va rester accrochée à ces fibres. Par contre, si vous faites cuire vos aliments, les fibres se ramollissent, ça devient une sorte de soupe chimique et les pesticides se libèrent des fibres. Et quand vous passez des fibres à l'extracteur,
des légumes à l'extracteur, eh ben, les pesticides restent majoritairement accrochés aux fibres aussi. C'est pour ça que quand vous mangez cru, eh bien, si vous mangez bio ou pas bio, c'est pas si grave que ça. Surtout qu'en bio, il y a j'ai écrit un article aussi là-dessus, il y a plein de dérogations pour utiliser des produits chimiques. Il y a des produits qui sont autorisés, qui sont pas bénéfiques. Moi, j'ai des amis qui sont très sensibles aux moindres produits chimiques, moindres pesticides, et elles font des réactions aussi avec les fruits bio, ce qui montre qu'ils n'en sont pas exempts. Très juste, il y a des fruits bio qui sont pas terribles. Et puis les fruits exotiques, il y en a plein qui sont pas vraiment traités, parce que nos fruits en Europe, ils sont issus du dernier âge glaciaire. C'est-à-dire qu'au dernier âge glaciaire, je sais plus, 10 000 ans, quelque chose comme ça, je me souviens plus. Eh bien, avant en Europe, il y avait des bambous, il y avait des variétés de fruits qu'on pourrait appeler de exotiques, etc. Et quand il y a eu le dernier âge glaciaire, eh bien, ces plantes ont disparu parce qu'on a des barrières naturelles. On a les Pyrénées, la Méditerranée et puis les Alpes. Donc ces végétaux, ils n'ont pas pu redescendre vers le sud comme ils ont fait ailleurs sur la planète. Et puis quand ça s'est réchauffé, eh ben c'est pareil, ils n'ont pas pu remonter parce qu'il y a ces barrières naturelles. C'est pour ça qu'en Europe, on a la flore la plus pauvre du monde. Et c'est pour ça que dans nos potagers, on n'a quasiment rien qui est local, à part le chou et peut-être le topinambour, je sais plus. Mais sinon, les tomates, la pomme de terre, enfin la majorité des légumes viennent de l'extérieur. Et c'est pour ça que quand on fait venir des bambous ou d'autres variétés exotiques, ça s'acclimate très bien, parce qu'on a le climat pour ça. Et donc, les arbres qu'on cultive, les pommiers sauvages, les pruniers sauvages, ils datent du dernier âge glaciaire, et il s'est passé suffisamment de millénaires pour que naturellement les oiseaux rapportent des graines de contrées plus exotiques et plus chaudes pour venir réensemencer l'Europe. Sauf que l'humain le fait. Et souvent, c'est mal vu parce qu'on fait venir des variétés d'ailleurs, alors qu'en fait, c'est une très bonne idée. L'humain, moi, je le vois un petit peu comme le jardinier sur cette planète. Simplement, il faut que ce soit un jardinier qui œuvre en conscience, et non pas avec des produits chimiques. Donc pour moi, donc quand vous voulez cultiver des variétés autochtones en Europe, eh ben vous êtes obligé de les greffer. Alors que en Amérique du Sud, en Asie, etc., ailleurs, vous n'avez pas besoin de greffer les arbres pour avoir des fruits. Même si ça se fait aussi parce qu'ils veulent vendre certaines variétés qui ont un nom et qui font rentrer, qui sont rentables, mais globalement, il n'y a pas besoin. Et comme on greffe les arbres en Europe, eh ben, ils sont beaucoup plus fragiles parce qu'au niveau génétique, il y a une variété qui est beaucoup plus faible. Et puis quand vous faites un verger de manière traditionnelle en France, eh bien, vous mettez pommiers, pruniers, cerisiers, poiriers, etc. C'est que des rosacées. Donc en fait, vous faites de la monoculture de rosacées. Et donc, c'est pas favorable aussi à ce que les arbres puissent pousser et être robustes. L'eau, j'ai envie de dire, c'est comme nos besoins en vitamines, en minéraux. On peut faire des approximations de ce qu'on a besoin, mais au final, on n'en sait trop rien parce qu'il y a des transmutations. Parce que c'est un équilibre interne très subtil. Et donc, quand on prend des compléments alimentaires, pour moi, on prend le risque de jouer aux apprentis sorciers. Parce que on sait très bien que c'est la dose qui fait le poison et donc on ne connaît pas nos véritables besoins en minéraux et en vitamines. En plus, c'est variable d'un individu à l'autre. Il y a une interrelation entre eux, c'est-à-dire que si vous avez trop d'un élément, eh ben ça bloque l'assimilation d'un autre. Et pour qu'on en absorbe un, eh ben il faut qu'il y ait une bonne proportion d'autres éléments. C'est une complexité quasiment infinie, inabordable intellectuellement. Il n'y a que par l'aspect sensoriel qu'on peut déterminer, qu'on peut être guidé vers les fruits et les légumes qui vont nous nourrir, nous apporter ce dont on a vraiment besoin. Sinon, on joue sans trop vraiment maîtriser les règles du jeu. Pour l'eau, c'est la même chose. Et donc, la meilleure eau, c'est celle qu'on trouve dans les fruits et les légumes. Et donc, l'idée, c'est que si vous avez soif, vous avez un critère comme quoi vous n'avez pas mangé assez de fruits et de légumes. Alors après, ça dépend où vous en êtes dans votre transition. Si vous en êtes qu'au début, vous savez que pendant un temps, il faudra continuer de boire de l'eau. Mais on n'est pas fait pour boire de l'eau. Déjà au niveau du goût,
l'eau, c'est pas du tout agréable. C'est agréable uniquement quand on est déshydraté. Et anatomiquement, on n'est pas fait pour boire de l'eau comme les animaux parce qu'on n'est pas capable de laper l'eau non plus. On est fait pour prendre notre eau dans les fruits et dans les légumes. Et ensuite, il y a tout un business autour de comment faire une eau Kangen, une eau ionisée, une eau alcaline, une eau acide, etc., etc. Moi, ce que je crois, c'est que ces gens qui produisent ça ne savent pas avec quoi ils jouent, parce que c'est une subtilité au-delà de ce que l'intellect est capable d'appréhender, et qu'il y a des intérêts financiers en jeu derrière. Après, si vous utilisez ce type d'eau, utilisez votre instinct du mieux possible en goûtant l'eau, et buvez une eau que vous trouvez agréable à boire, plutôt qu'une eau qu'on vous a vendue comme étant bonne. Pour moi, ce qui est important, c'est de revenir à la simplicité. On sait qu'il y a des poisons dans l'eau, donc vous utilisez un système de filtration pour l'eau si vous en avez besoin, si vous ne buvez pas de l'eau de source par exemple, et vous filtrez votre eau du robinet. Pas besoin d'acheter les eaux en bouteille qui contiennent des nanoplastiques. Vous filtrez votre eau avec par exemple un filtre Berkey, où il y a plein d'autres systèmes, osmose inverse, etc. Vous investissez dans un système qui vous parle, vous étudiez votre truc avant, et ensuite vous la mettez, vous la dynamisez. Donc on peut la dynamiser en créant un vortex tout simplement. Vous regardez comment créer un vortex, ou avec des ondes de forme comme la fleur de vie. Et après vous pouvez l'informer en mettant des mots. Vous pouvez la dynamiser et l'informer en la mettant au soleil aussi, utiliser des bouteilles bleues, enfin regardez ce qui se fait. Pour moi, c'est trouver quelque chose de simple, naturel, économique, qui aille dans la logique du bon sens. Vous voyez, l'alimentation vivante, c'est revenir à la simplicité et manger des fruits que vous trouvez bons. Vous alimentez comme vous alimenteriez dans la nature. Pour l'eau, c'est la même chose. Et pour moi, c'est une voie de garage. Je vois trop souvent de personnes qui vont mettre l'accent pour boire l'eau la plus pure selon eux, selon leurs critères, selon leurs croyances. Et quand vous investissez de l'argent et de l'énergie là-dedans, vous l'investissez pas dans autre chose par rapport à l'alimentation. Voilà mon avis sur le sujet. On peut purifier l'eau avec l'argile. Trouver des techniques